Oh, let's go directly into meditation while the body is still fresh. Mettons-nous directement dans la méditation pendant que le corps est encore frais, dispo. Settle your body, speech and mind in the natural states, as you've done before. Établissez votre corps, votre parole et votre esprit dans leur état naturel, tel que nous l'avons déjà fait. And then following any of the three methods taught here of mindfulness of breathing, full body awareness, attending to the rise and fall of the abdomen, or attending to the sensations of the breath at the nostrils, following any one of these three, count 21 breaths to calm the discursive mind. Donc en utilisant l'un ou l'autre des moyens que nous avons vus pour la conscience du souffle, soit la conscience de l'ensemble des mouvements du corps liés à la respiration, soit simplement le mouvement de l'abdomen, soit les sensations liées au passage de l'air dans nos narines. Posez votre attention sur ces sensations le temps de 21 respirations, de manière à poser votre esprit. One brief count at the end of each inhalation. On compte une respiration à la fin de chaque inspiration. And between counts, let your mind be as conceptually silent as possible. Et entre chaque compte, essayez de maintenir votre esprit le plus silencieux que possible. And maintain an ongoing flow of mindfulness, of the ongoing flow of sensations of the respiration. Et essayez de maintenir un flux continu de pleine conscience sur ce flux continu de sensations de la respiration.
let your eyes be open. Maintenant, ouvrez les yeux. And bring the full force of your mental awareness to the visual field. Et appliquez toute l'intensité de votre pleine conscience au champ visuel. To whatever colors and shapes arise within this elliptical field of visual experience. Faites l'expérience de toutes ces sensations de couleurs et de formes qui se manifestent dans ce champ ovale devant vous. And as the Buddha advised, in the scene, let there be just the scene. Et comme le Bouddha le conseille, c'est de regarder ça simplement comme une scène. From moment to moment. Instant après instant. Simply attend to whatever impressions, whatever appearances arise within this field with as little as possible of the conceptual projections, the labeling that we normally superimpose upon experience. Et soyez simplement présent à cette expérience visuelle en y accrochant le minimum de pensée, d'activité conceptuelle. Essayez d'être le plus simplement possible dans l'expérience visuelle. Then close the eyes. Fermez ensuite les yeux. And redirect your attention single-pointedly to the auditory field, the domain of sound. Et portez maintenant votre pleine conscience sur le champ auditif. And whatever sounds arise, simply let them be. Attend to their nature without labeling, imagining, associating. Just apply bare attention, a simple awareness to whatever's arising in the auditory field. Et quels que soient les sons qui se produisent, qui se manifestent dans votre champ auditif, ici au minimum de ne pas les labelliser, de ne pas les conceptualiser, de ne pas les nommer, d'être simplement dans la simple expérience d'une manifestation auditive. Un son. In the herd, let there be just the herd. On ne fait qu'entendre. And now redirect your attention to the somatic field, the field of tactile sensations throughout the body. Tournez maintenant votre attention sur le champ, dans l'espace du corps, pour percevoir les sensations qui viennent de l'espace du corps. And without identifying with these sensations as being I or mine, simply witness them as sensations arising within the space of the body. Si on cherchait à les identifier comme étant soi ou étant à moi, simplement identifier ces sensations comme venant de l'espace du corps. With no
owner, mere appearances arising in this field of experience. Personnes qui les possèdent, ce sont de simples expériences dans ce champ de perception. Now once again let the eyes be open, at least partially. À nouveau, ouvrez les yeux partiellement. But this time let your gaze be vacant as you rest your awareness in the space in front of you. Et cette fois-ci, laissez le regard vague dans l'espace en face de vous. Dans le vide. And now observe very carefully what appearances manifest to your awareness apart from the appearances to the five physical senses. In other words, what else do you directly perceive apart from sensory appearances of the five physical senses? Et essayez maintenant d'observer quelles sont les apparences qui se manifestent en dehors des apparences sensorielles, des cinq sens. Quoi d'autre se manifeste? Are you aware of chit-chat taking place in the mind? You're not inferring it, you're directly perceiving these mental conversations, the commentary. Est-ce que vous percevez Chitta au niveau de votre esprit? Est-ce que on dit bien percevoir et non pas déduiser? Are you aware of images, mental images arising and passing in the space of the mind? Observe closely. Est-ce que vous expérimentez des images mentales qui se dans l'espace de votre esprit? There are also mental feelings, emotions, desires that you directly know, you perceive them. All of these taking place within the space of the mind. Nous avons également des sensations mentales avec des émotions, des désirs, des tas de choses que vous percevez directement dans l'espace mental.
with a core sense of ease and relaxation, let your awareness be still. With a core sense of ease and relaxation, let your awareness be still, unmoving. Avec un sens de détente et d'aisance, laissez votre conscience être tranquille, calme. And introspectively be aware of the sheer cognizance, the sheer luminosity of your own awareness. Et essayez de faire l'expérience de cette qualité de connaissance et de luminosité de votre conscience. Let the light of your awareness illuminate the space of the mind and whatever mental events take place within that domain. Permettez à la luminosité, la clarté de votre conscience d'éclairer tout ce qui se manifeste dans le champ mental de votre conscience. When you note that your awareness has moved into a kind of blankness, a vagueness, spaced out, then crystallize your awareness, your attention once again, by deliberately generating a mental image or thought. Focus on it clearly. Let it fade back into the space of the mind. And keep your attention right there, ready to observe the next mental event that arises. Si votre conscience tombe dans le vague, dans la torpeur, quand vous vous en rendez compte, cristallisez à nouveau votre conscience en créant sur l'espace mental, en créant délibérément une image mentale, une pensée sur laquelle vous posez votre pleine conscience pour vous restabiliser dans le champ mental et laisser venir ensuite les autres manifestations. Let's continue practicing now in silence. Continuons à pratiquer maintenant en silence.
So that method was an approach to the practice of settling the mind in its natural state. Donc cette méthode est une approche de la pratique d'établir l'esprit dans son état naturel. And it followed very closely the Buddha's Dharma talk that he gave to a wandering ascetic by the name of Bahiya. Nous suivons de très près le Bahiya. Bakiya. Bahiya. Bakiya. Bahiya. H-I. Bahiya. Is it name of text? No, name of a wandering ascetic. So it says, so Donc on suit de très près les instructions d'un ascète très connu du bouddhisme qui s'appelle Bakiya. not Bakiya, but Bahiya. Bakiya. No, Hiya. Hiya. Ha ha ha. Hiya. Hiya. Bahiya. Bahiya. He was of all the Buddha's disciples recorded in the Pali Canon, he was the one who achieved nirvana, achieved arhatship, the fastest, fast track. C'est celui qui a, selon le canon Pali, a atteint le plus rapidement l'état d'Arhat. He had great earnestness in seeking out the Buddha. He asked him for teaching. And the Buddha said, in the seen, let there be just the seen. In the heard, let there be just the heard. In the felt, the tactily felt, let there be just the felt. And in the mentally perceived, let there be just the mentally perceived. Just so. Donc il a suivi très honnêtement les enseignements du Bouddha qui lui disait donc simplement voir ce qui est simplement ce qui est vu, entendre simplement ce qui est entendu, sentir simplement ce qui est senti et percevoir ce qui est mentalement, ce qui est simplement perçu. And by so doing, you'll see there is no thing in here. That is, there is no autonomous subject in here. Et en pratiquant ainsi, tu verras qu'il n'y a pas il n'y a rien à trouver comme un soi autonome. And there is no thing out there. There are no autonomous objects out there, independent of perception. Et tu trouveras également qu'il n'y a aucun objet à l'extérieur qui soit autonome également, indépendant de la perception. And there is no thing in between. Et il n'y a rien entre les deux. And so seeing, I'm paraphrasing, and so seeing, you'll be free. Et donc, ayant vu ainsi, tu seras libre. So it was a very short talk, about as long as I just took, and by the end of the talk, Bahiya had become an arhat. Et donc, c'est des paroles qui ont été très courtes, qui n'ont pas pris plus de temps que le temps qu'a pris Alan pour les dire. Et en ce temps très court, il est devenu un arhat. So how did you do? Shall I say it again? Run that again? Et pour vous, qu'en est-il? Est-ce qu'il doit répéter les choses à nouveau? Maybe another time. So now let's return, but you can see that is an approach that culminates in settling the mind in its natural state. In the mentally perceived, let there be just the mentally perceived. Simply observe them, be present with them, and that will take you right to shamatha, and if you are very sharp faculties, it will take you right to nirvana. Donc vous voyez que c'est une approche qui associe le fait d'établir son esprit dans son état naturel au fait de percevoir simplement ce qui est perçu, tel que c'est perçu, et donc qui mène à samatha et peut nous mener également à la libération. Awesome. So now let's pick up once again with Panchen Rinpoche's teachings on this practice. On va revenir sur les enseignements de Panchen Rinpoche sur cette pratique. So in one short paragraph, he's already summarized the entire technique of resting introspectively in the awareness of awareness, while simultaneously mindfully being aware of every thought and mental event that arises and simply recognizing it. That's the practice. It's very simple. Don't inhibit the thoughts. Don't silence the thoughts. Don't follow after the thoughts. Don't grasp onto the thoughts. Don't identify with the thoughts. Don't. Just recognize them. That's the practice. Et donc dans un très court paragraphe, il a donc résumé toutes les instructions
sur cette pratique qui nous demande à la fois d'être conscient de la qualité de notre conscience et également de regarder tout ce, de voir ce qui se manifeste en tant que pensées telles qu'elles sont, sans les suivre, sans les saisir, sans les rejeter, sans les identifier, juste les regarder telles qu'elles sont. But then he gives an alternate approach, a variation on the practice, which is a bit different. Ensuite, il nous présente une alternative, une sorte de variante à la pratique. So he says, alternatively, like a participant in a duel, completely cut off any thoughts that arise. So as soon as the thought comes up, any thought, memory, image, anything, just guillotine. Cut it off right there, as soon as it comes. And when there is stillness after they are banished, relax loosely, but without losing mindfulness. Donc on est dans la page 2, le dernier paragraphe en bas. Donc vous pouvez aussi, à l'instar du protagoniste d'un duel, trancher toute pensée qui apparaît. C'est-à-dire dès qu'on a une pensée qui se manifeste, toc, on coupe. Et ensuite, quand la tranquillité se manifeste après leur élimination, restez à l'aise dans la détente sans perdre la pleine conscience. So it says, as if you were in a duel. Yeah? There's a story behind this, so I'll tell the story. Il nous dit aussi à l'instar, comme si nous étions un protagoniste d'un duel. Il y a une petite histoire derrière tout ça qui va nous dire. So the story is of a duel between an archer, shooting arrows, and a swordsman, like one of the three musketeers, with a foil. So one has a sword, the other one has a quiver full of arrows, and they're having a duel. Donc ce sont deux... Un archer? An archer, yes. Okay. Yeah. The other one is... Okay. Donc c'est une histoire entre un duel entre un archétiste et un épéiste. Like the three musketeers, very famous. C'est comme les trois mousquetaires. Right. So not William Wallace with a great big axe like this, but c'est pas William Wallace avec sa grosse massue. C'est donc l'un qui a un arc et l'autre une épée. So here's the duel. They stand maybe 50 paces apart. Donc ils sont debout l'un en face de l'autre à une certaine distance. And the swordsman is waiting with his sword, watching the archer. En garde. Et donc celui qui tient l'épée surveille celui qui a l'arc et les flèches. And the archer pulls out his arrow from the quiver, and he's watching the swordsman with his sword up. Et de l'autre côté, l'archer se prépare et surveille le combattant avec son épée en face de lui. Il vise. And then, after some time, the archer releases the arrow, and the swordsman sees it coming, and he waits, and then flicks it, and deflects the arrow so it doesn't strike him, and then he's ready for the next arrow. Et donc, à un moment donné, l'archer décoche sa flèche, et l'épéiste le surveille, et dès qu'elle arrive, donne un coup d'épée sur la flèche pour la détourner, pour ne pas être blessé. Now, of course, the swordsman doesn't know when the archer is going to shoot the arrow. It may be 1, 2, 3, very quickly, or 1, a long pause, and then 2, 3. So whenever it's coming, he must be right there in the present moment. And as soon as he sees the arrow coming in, he just flicks it and deflects it. That's the duel. Et l'épéiste, bien sûr, n'a aucune idée de savoir à quel moment l'archer va décocher sa flèche. Et donc ça peut être à un moment donné, puis ensuite très vite une autre rapidement après. Donc il est obligé d'être véritablement dans l'instant présent pour pouvoir surveiller à chaque instant si une flèche arrive. So clearly, if the swordsman deflects all of the arrows, he wins. If he deflects all of the arrows, he wins. Oui. Et donc s'il arrive à détourner toutes les flèches, il va gagner. And then maybe he gets to come over and stick the archer. Et une fois que l'archer n'a plus de flèches, donc il peut le tuer avec son épée. Okay, so your thoughts, the mind.
The mind is like the archer, and it's shooting arrows at you, but not regularly, every second, but thoughts, images, memories. And so the mind is shooting the arrows of thoughts, images, and so forth at you, and you're the swordsman. As soon as a thought comes up, it's your job. Donc l'image se rapporte au fonctionnement de notre esprit. Notre esprit est comme un archer qui décoche des flèches de manière tout à fait irrégulière. Et nous sommes comme un épéiste qui les guette, et dès qu'elles arrivent, on l'écarte. Now, as soon as you've deflected the thought comes up and you cut it or deflect it, like that. As soon as that has occurred and you're once again resting in silence, then maintain that very clear mindfulness in the present moment, relaxed, but ready to observe the next thought and deflect it as soon as it comes up. Et dès qu'on a écarté cette flèche, et on reste en silence, dans une pleine conscience aussi claire que possible, et dans le présent, pour être prêt à voir la flèche suivante. Mais en étant détendu. As it is said, and he cites a Tibetan aphorism here, focus closely and loosely relax. It is there that the mind is settled. Donc c'est la phrase suivante qui nous est dite ici, car il est dit « Attention précise et tranquillité sereine, c'est en cela qu'il faut établir l'esprit. » So now this should be a very familiar theme. Is on the one hand, you must be very relaxed. If you're waiting like this, if your mind is tensed, you just get exhausted. And you'll get stressed out, you'll get tighter and tighter. So it's the same old, like the jet fighter pilot and so forth. So that's not it. On the other hand, if you're just kind of loose but inattentive, well then, nothing special. You're not meditating either. It's that combination of the mind being very sharp, very clear, and simultaneously very relaxed. That's how you succeed in this practice. Donc l'idée serait de rester extrêmement détendu, parce que si on est sur le qui-vive avec beaucoup de tension, ça crée du stress et ça aboutit à l'épuisement. Si inversement on est trop dans le vague et inattentif, à ce moment-là on n'est plus du tout dans la méditation. Donc c'est cette instruction qui est donnée, qui est très précise, d'être extrêmement clair, présent et en même temps très détendu. So once you have cut off thoughts and you're just resting, of what are you aware? You're aware of being aware. That's it. Aware of being aware. Quand on a donc coupé court à ces pensées, que se passe-t-il? Et donc quand on repose à ce moment-là, de quoi est-on conscient? On est juste conscient d'être conscient. Tsongkhapa himself teaches this method, and he describes it very succinctly. He says simply, rest in the sheer luminosity and the sheer cognizance of awareness. So what are you aware of? Luminosity, cognizance. Nothing else, keep it simple. That's how he teaches it. Nothing more does he have to say. Et Lama Tsongkhapa enseigne exactement cette même méthode avec des mots très simples, et il dit rester simplement dans la clarté et la connaissance de la conscience. So relax without wandering. As the saying goes, when the mind is tangled up in busyness, when the mind that is tangled up in busyness loosens up, it undoubtedly frees itself. So it's this release, this freedom through ease, relaxation, letting go. Donc ce qu'il est dit dans la suite, donc détendez-vous sans vagabonder, comme le dit l'expression, quand l'esprit affairé se détend, il se libère indubitablement.
So this is clearly a practice of shamatha in which the so-called object is awareness itself. Awareness is cognizing awareness. Donc c'est clairement une instruction sur la méditation de samatha qui prend pour objet la conscience elle-même, la conscience qui s'observe elle-même. But for those of you who have studied the wisdom chapter of Shantideva's text, A Guide to the Bodhisattva Way of Life, you might be thinking, wait a minute, I thought Shantideva refuted that. Mais pour ceux qui ont étudié la voie des bodhisattvas, la marche vers l'éveil de Shantideva, dire attention, Shantideva a refuté cela. Just as a knife cannot cut itself, and a light cannot illuminate itself, so can a single moment of awareness not know itself. It's good reasoning. Parce que de la même manière qu'un couteau ne peut pas se couper lui-même, qu'une lumière ne peut pas s'éclairer elle-même, la conscience ne peut pas être consciente d'elle-même. But Tsongkhapa does teach this technique, and I think you can imagine he's not refuting Shantideva, and Panchen Rinpoche is teaching this technique, and he's not refuting Tsongkhapa. So, how does it work out? Et donc vous voyez que Lama Tsongkhapa enseigne cette technique, également Panchen Rinpoche l'enseigne, et c'est pas pour autant qu'il réfute l'avis de Shantideva. Donc comment ça marche? So, a single moment of awareness does not cognize itself. Donc un simple moment de conscience ne peut pas se connaître lui-même. But a single moment of awareness can retrospectively cognize the preceding moment of awareness. Very, very short-term memory. Par contre, un simple moment de conscience peut se rappeler l'instant de conscience précédent. Donc c'est la mémoire à très, très, très court terme. So there's an assertion throughout all of Buddhism that awareness does not arise as a continuous stream, like spaghetti, just stream, but is arising more like a strobe, staccato, of a sequence of bursts of cognition, like staccato, extremely short, one right next to the other, and they give the appearance of being a smooth stream. Like when you're watching a movie, it looks like there's smooth movement across the screen, but in fact it's 35 frames per second. You're getting a whole bunch of staccato, which then seems to be smooth. It's the same. So awareness is arising in these very short bursts of mere milliseconds per burst. Donc, ce qu'on explique par rapport au fonctionnement de la conscience, c'est que finalement, malgré cette apparence, la conscience ne se manifeste pas de manière parfaitement continue, de même comme un fil, comme un spaghetti. Ça se manifeste plutôt comme un staccato, c'est-à-dire qu'une succession de moments de conscience, les uns derrière les autres, et qu'un petit peu comme un film nous apparaît comme étant une projection continue, alors qu'en fait ce sont des images successives les unes derrière les autres qui créent cette idée de continuité. Donc la conscience fonctionne d'une certaine manière ainsi. In the Abhidhamma literature, by Vasubandhu, Abhidhamma Kosha, Abhidhamma Samuchaya, by his brother Asanga, it's said that these bursts, these pulses of awareness, there are 65 of them per finger snap. 65 just took place. And they add, for a person who is healthy and strong, so not an old person that goes, but like that. So I checked, one finger snap, about 1/10 of a second. So in 1/10 of a second, there are 65 pulses of cognition. So quite fast, quite fast. Dans l'Abhidhamma Kosha, dans les textes de Vasubandhu ou d'Asanga, on nous donne des détails sur ce processus de la conscience et on nous explique qu'il y a dans l'espace d'un seul claquement de doigts, il y a 65 instants de conscience. Et un claquement de doigts, c'est l'équivalent d'un dixième de seconde. Donc, il y a 65 processus cognitifs au milieu dans l'espace d'un claquement de doigts.
So for those of you who like a little bit of a technical note from Buddhist philosophy, you'll be aware already of Prasangika Madhyamaka. Yeah? Some of you will know this. Considered by many in the Nyingma tradition, Tsongkhapa, and many others as the pinnacle of Buddhist thought, the finest, most subtle interpretation of Madhyamaka, or the middle way view. So, according to Prasangika Madhyamaka, there are 365 pulses of cognition in a finger snap. So it seems like they have a higher resolution lens. 365. 365. Et il y a d'autres, pour ceux qui s'intéressent à la littérature un petit peu, donc il y a un texte qui est de Prasangika Madhyamaka, donc ce qui est considéré comme la vue la plus élevée, la plus raffinée du bouddhisme. On dit même qu'il y a 365 instants de conscience dans un seul claquement de doigts. Donc ils ont des capacités encore plus pointues. So if the authors of the Abhidhamma, if they're correct, 1/65th of 1/10 of a second is roughly 2 milliseconds, roughly. If the Prasangikas are right, it's about 1/3 of a millisecond. Donc ce qui fait du point de vue de la durée d'un instant de conscience, soit un tiers de seconde pour 1/3 of 1/3 of a millisecond. Or 1/65th of a millisecond. 1/3 of 1 millisecond is a second divided by 1,000. Yeah, yes. And then 1/3 of that. Okay. And the other one was about 2 milliseconds, roughly. D'accord. Donc il y a une différence entre les deux auteurs qui va de 2 millisecondes pour un instant de conscience pour un tiers de milliseconde pour les autres. Now, it's widely recognized both in Buddhism and in modern psychology, where there have been a lot of studies of this sort, that 2 milliseconds or 1/3 of a millisecond is too short to ascertain anything. It's just too short. Les recherches qui ont été faites en relation avec la neuropsychologie disent que dans l'état actuel des choses, les espaces de l'ordre de 2 millisecondes ou d'un tiers de milliseconde sont beaucoup trop courtes pour qu'on puisse prouver quelque chose. At least for an ordinary person, the type of people that psychologists study. They don't tend to be great yogis. They tend to be college students. Ordinary people. Mais là, il s'agit d'un point de vue sur les gens qui ont un fonctionnement ordinaire, pas sur des yogis. But even in Buddhism, it's said normally, 2 milliseconds is just too short. So then how, if a millisecond is too short a time to ascertain anything, then how is it that we ascertain? And the Buddhist view is that these extremely staccato, extremely brief impulses of, let's say, 2 milliseconds or less, that if they're focused in the same direction, then they cluster, they bond. And so that you'll have 10 of them, 20 of them in the same direction, and collectively they'll be able to ascertain something. Each one of them can't, but collectively they can. So to give a coarse analogy, I don't know if you do this in France, but in America, sometimes when people are just having fun, they'll have a rope, big, thick rope, crossing a river. And 10 people will get on one side, 10 people will get on the other side, and then they try to pull the other side into the water. Just fun. Right? And then they all tumble in. Well, no one of those people on either side is pulling the other group across. No one of them has the strength. But the combined strength, of course, then you can pull them all over. So the combined strength of moments of cognition all focusing in the same direction. The people on the rope are all pulling this way, not this way, or pushing. Like that. Like a machine gun hitting the same point. Goes deeper, penetrates more deeply. And so a collection, a bundle of these moments of cognition can then ascertain. So in this practice, a bundle of bursts of mental awareness are able to apprehend a preceding bundle of moments of mental awareness. And that bundle apprehended the preceding bundle, and that bundle apprehended the preceding bundle. Therefore, we've satisfied Shantideva and Tsongkhapa.
Bandhu cluster. Ainsi à la Shantideva et comme Oui, mais le Bandhu, C'est un groupe. Bandhu, c'est un groupe. C'est un groupe. ok, d'accord. Ok. Donc, également dans le bouddhisme, on considère que ce temps de 1000 secondes, c'est extrêmement court et c'est bien trop court pour pouvoir établir une certitude. Et ce qu'on explique, c'est qu'en fait, si à chaque point chaque instant de conscience se manifeste de manière extrêmement courte, extrêmement fugace, et on ne peut pas le percevoir, si on regarde toujours dans cette même direction, il y a en fait une succession de moments de conscience qui sont tous sont perçus de manière globale, de manière collective, qui se manifestent, donc qui peuvent être perçus de manière collective. Une image que nous donne Alan, c'est comme la tradition du tir à la corde. Il y a un groupe de personnes qui tirent d'un côté, puis de l'autre, et aux États-Unis, apparemment, il y a une rivière entre les deux, il s'agit de faire tomber les gens dans l'eau. Et si vous prenez individuellement chaque personne est incapable de faire tomber le groupe de l'autre côté, mais collectivement, en s'imitant tous ensemble, la force associée collective permet de tirer les autres dans l'eau. C'est un petit peu aussi l'image d'une mitraillette. Il n'y a qu'une balle, ça ne va pas, mais avec un faisceau de balles, on arrive à pouvoir tirer plus profondément ou atteindre sa cible. Donc il y a toute une collection de moments de conscience, un groupe de moments de conscience qui se manifestent et qui peut être perçu alors que chaque instant de conscience, lui, isolément, ne peut pas l'être. Ok ? Now, when you rest in that type of awareness consecutively for some seconds or even minutes, and you're in pretty good flow, you're not being distracted all over the place, then you'll have the impression that you're having an ongoing flow of awareness. Just like when you watch the movie, it's an ongoing, there goes the ball, there goes the ball. Like if you're watching tennis, very smooth. It's an illusion. But because the previous moments of cognition are very similar to the preceding moment, the preceding moment was aware of aware, the preceding moment of aware of aware, the preceding moment aware of aware, it's the same movie. So therefore you have this sense of just resting in a flow of awareness. C'est ça. Voilà, donc pas traduit, tout ça réconcilie donc Vasubandhu avec la Shantideva avec Tsongkhapa. Et donc quand on reste dans cet état de conscience, on a une sensation d'être dans un flux continu de conscience instant après instant. Et dans la réalité, on a juste des instants de conscience qui se rappellent de l'instant précédent, un instant de conscience qui se rappelle de la mémoire de l'instant précédent, etc. Et tous ces instants précédents nous donnent l'impression d'un flux continu, comme au cinéma, ou comme quand on voit une balle de tennis qui part dans une direction, etc. On a une sensation d'un mouvement continu, mais il y a quand même... Ok ? Une sensation de continuité par rapport à l'instant, la mémoire de l'instant précédent. And the Buddha also taught this. In the Pali Canon, the Buddha also taught this awareness of awareness and said it's the most profound method of shamatha. Le Bouddha également parle de cette conscience de la conscience et en parle comme étant la méthode la plus profonde. But now we return, as we continue with the text, we return to the previous method. He doesn't have anything more to say about this one. We go back to the previous method, where you really are attending to thoughts and images without cutting them off. You're just being aware of them. Donc là, c'est tout ce qu'il a à dire sur cette méthode qui consiste simplement à couper les images, et il revient donc sur la méthode précédente. He writes, whenever thoughts arise, if their nature is observed, they naturally disappear, and a clear vacuity arises. Donc là, il écrit, chaque fois que les pensées s'élèvent, si leur nature est observée, elles disparaissent spontanément et la claire vacuité se manifeste. Now this is a very short description and it's very succinct. Every sentence counts. C'est une description qui est extrêmement courte, mais extrêmement claire et concise. Chaque mot a un sens important. The task clearly is to observe the nature of the thoughts.
Le but est clairement d'observer la nature des pensées. This means you're examining the thought itself, very importantly, and not letting your attention be diverted to the referent or the object of the thought. So, for example, right now, if you think, let's say, of a friend, think of a specific friend. So perhaps an image comes to mind. That image is a creation of your own mind, but hopefully your friend is alive someplace. And so if the thought comes up, oh, I wonder where Doug is, and my attention has gone to Doug, I'm not doing this practice. I'm thinking about Doug. Doug is the object of my attention. So if I want to practice loving kindness, I will arouse in memory a thought of Doug, direct my attention not to the thought, because thoughts don't need any loving kindness. By way of the thought, I'm attending to Doug. Right? And then may you be well and happy, arousing loving kindness. And the object is that person, right? By way of the mental image. That's a different meditation. Or I can just be having mental wandering and think, oh, I wonder what Doug's doing now. Or maybe he's playing tennis. Oh, maybe he teaches yoga. Oh, yeah, I remember. That's just mental wandering, where the attention is going here and going there to the referent of Doug, and then his wife's name is this, and then his father's name is this, and so forth. That's just thinking. Here, we're not thinking. Thoughts are occurring, and you're observing the nature of the thoughts, which means you're observing the thought as a thought, rather than going to the referent of the thought by way of the thought. This is really important. If you're just thinking or wandering mind, you don't need to learn anything from me. You can do that by yourself. You already know how. But this is hovering right in the present. A thought arises, you observe the nature of the thought without going off to the referent of the thought. The thought arises, the thought passes. Another thought comes up, passes. And you're right there, precisely in the present moment, never going there elsewhere in space or time, right here. It's simple, but it's not so easy. Le but de cette pratique, c'est donc clairement dit d'observer la nature, d'examiner la nature de la pensée. Donc il s'agit d'examiner la pensée elle-même et non pas ce à quoi elle se réfère. Par exemple, si vous pensez à un ami, vous pouvez avoir une certaine image mentale de cet ami qui se manifeste, et puis ensuite vous avez pensé, mais l'ami en lui-même, là c'est une image mentale, mais l'ami, lui, il existe bien quelque part. Et on se met à penser, si on a cet ami qui s'appelle Doug, on peut penser, tiens, mais au fait, où se trouve-t-il, qu'est-ce qu'il fait en ce moment, et tout un tas de choses. Et donc, il y a à ce moment-là, ce qui nous intéresse, c'est le référent, pas la pensée elle-même, ce à quoi elle réfère. On se met à penser à Doug. Et si on fait une méditation sur l'amour bienveillant, à ce moment-là, si on veut développer de l'amour bienveillant à l'égard de Doug, on va développer une pensée, une image mentale qui va se servir à être attribuée à la personne à qui ça se réfère. Et là, ce n'est pas du tout ce type de méditation qu'on est en train de faire. Si on a une pensée qui se manifeste, on n'est pas en train de penser à Doug et ensuite de penser, tiens, qu'est-ce qu'il est en train de faire, ou son père s'appelle comme ci ou comme cela. Il y a tout un tas de choses qui dérivent vers la personne avec laquelle on pense. C'est juste observer la pensée telle que se manifeste, finalement indépendamment de ce à quoi elle se réfère. Donc c'est vraiment dans l'instant présent, regarder sa nature, qu'elle s'élève et qu'elle passe, et de regarder simplement comment elle est dans l'instant présent. Donc c'est assez simple finalement l'instruction, mais c'est pas si facile à faire. So then on this practice he elaborates. Whenever thoughts arise, if their nature is observed, they naturally disappear. They release themselves. You don't have to do something to make them go away. They naturally disappear. And a clear vacuity arises. Clear as in transparent. So the thought releases itself. And then in the absence of the thought is just a clear, transparent vacuity. Space of the mind.
Donc, toujours dans cette phrase, donc si leur nature est observée, elle disparaît spontanément et la claire vacuité se manifeste. Donc, lorsqu'une pensée s'élève, elle est là un instant et se dissout, disparaît, et il persiste un état de conscience où on est simplement dans le vide de la clarté. And likewise, if the mind is examined when it is still, so the thought comes and goes, and now there's just that vacuity. If you don't just space out, but you examine that mind when it is still, a vivid, unobscured, luminous vacuity is perceived. And this is known as the fusion of stillness and motion. De même, si l'esprit est examiné quand il est calme, donc quand on est dans cet état de calme, on n'est pas du tout dans le vague, dans un état vague, simplement, au contraire, dans un état de clarté, de présence. Donc quand il est calme, une vacuité claire, non obscurcie, lumineuse est perçue, et cela est connu comme la fusion du calme et du mouvement. Now bear in mind your root or your anchor in this practice is the stillness of your own awareness. Illuminating the space of the mind, so you are simultaneously aware of the stillness of your awareness and the movements of the mind. But also, when the movements of the mind subside, and there is an objective stillness, the sheer vacuity of the mind, then there's stillness meeting stillness. So there's stillness meeting motion or movement. There's stillness meeting stillness. This is the fusion of stillness and motion. A quintessential phrase in this practice, in all traditions. Donc quand on commence dans cette pratique à s'installer dans cette stabilité, cette clarté de conscience, et on éclaire le champ mental avec la clarté de sa conscience, et ce qui nous permet d'expérimenter des pensées, des phénomènes qui se manifestent dans le champ mental, et qui nous permet également, quand il n'y a pas de phénomène, d'expérimenter cette sensation de stabilité et de clarté. Donc il y a ces deux expériences qui peuvent être, et donc c'est ce qu'on appelle la fusion du calme et du mouvement. C'est une instruction très, très précise et très importante. And another aspect of this is that you may simultaneously be aware of the stillness of the space of the mind and the movements within that space. So that's another type of fusion or union of stillness and motion. Donc il y a un deuxième aspect dans cela, c'est d'être capable à la fois d'être conscient de la clarté, de la stabilité de la conscience qui perçoit en même temps, simultanément, le mouvement qui s'y produit. Donc c'est un autre type de fusion, pendant le mouvement, d'avoir cette sensation en même temps de stabilité, de clarté de la conscience qui expérimente. So now he continues in this practice of settling the mind in its natural state. And he says, whatever thoughts arise, do not block them. Unlike the dual, do not block them, but recognizing their movements, focus on their nature. Again, focus on the nature, not on their referent, the object that they refer to. Donc on continue avec le texte. Quelles que soient les pensées qui s'élèvent, ne les bloquez pas, mais reconnaissez leurs mouvements, portez l'attention sur leur nature. Like a caged bird on a ship, which is not self-explanatory. C'est comme un oiseau en cage sur un navire. C'est pas une chose si courante. Then he explains a tiny bit. Sustain your awareness as in the saying, like a raven that flies from a ship, circles around, and alights aboard once again. Il explicite ça un petit peu mieux, c'est comme donc garder à l'esprit le dicton, comme un corbeau qui s'envole d'un navire tournoie et s'y pose à nouveau. So there's a story behind it. Donc il y a aussi une histoire derrière tout ça. In ancient times, the Indians, and it's true, 2,000 years ago at the time of the Buddha, the Indians were real mariners. They traveled, they sailed the seas quite extensively. They made their way to the Mediterranean, so they were known in the court of Alexander the Great. There were Indians there. They were known at the time of Jesus in Alexandria. So the Indians got around. It was the merchants, and sometimes the merchants would let a monk catch a ride. And so these monks wound up in the Near East a long, long time ago.
But the point is, the Indians were quite successful seafarers. They would go far out to sea and not just hug the coast. Donc dans les anciens, donc ça c'est une histoire qui est réelle par rapport à ce qui se passait à l'époque du Bouddha. À cette époque, les Indiens étaient des marins très expérimentés. Et on dit même qu'ils ont même des preuves, des témoignages qui disent qu'ils ont été jusqu'en mer Méditerranée. Donc ils étaient connus du temps d'Alexandre et également de l'époque de Jésus. Donc ils étaient des marins vraiment expérimentés. Now, when these Indian seafarers, the navigators, would be far out to sea, heading for some distant destination, after they'd been for quite a few days out to sea, of course they would run short of supplies of food and water. And so they would need to know where's the nearest land so they can replenish their stores. But they didn't have sky charts, they didn't have GPS. What they did have was ravens. And so what the navigator would do before setting sail would be to capture a number of ravens, keep them in a cage on the boat, and then when they're far out to sea, and they really need to know where is the nearest land, east, south, north, west, where? And they can't see. You can only see about 10 miles through the horizon. It's not much. What they would do is release one of the ravens. Now the raven, you know, does not have webbed feet. So if the raven goes into the water, it will drown. It will get wet and drown. That's it. Raven dead. The raven knows that. They're smart birds. And so when the raven, who's been cooped up in this cage for days and days, maybe weeks, hating it, finally the lid is opened, the raven goes poof, and goes up into the air. But now what direction does a raven fly? Because the raven wants what the navigator wants. Where's the nearest land? I want to get out of here. And so, but the raven can't see it any better than the navigator can, 10 miles. So what does the raven do? Up. So the raven has no reason to go any direction, because maybe it's the wrong direction. So the raven goes straight up, in circles, higher, 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 until the raven gets high enough that if a raven from this heightened altitude sees land, and it goes, okay. While the raven is doing this, the navigator is, with undistracted attention, following the flight path of the raven. As soon as the raven takes off, the navigator says, "Thank you. Follow that raven." Donc à cette époque, les Indiens faisaient des longues traversées en mer. Ils partaient en mer profonde, et donc quand ils étaient en pleine mer et qu'ils avaient besoin de se ravitailler au bout d'un moment, il était nécessaire pour eux de savoir quelle était la terre la plus proche possible pour pouvoir se ravitailler. Et à l'époque, il n'y avait pas les GPS, ni les radars, ni quoi que ce soit pour savoir où était la Terre. Et donc, ils avaient eu cette idée d'emmener dans leur bateau des corbeaux qui gardaient en cage pendant tout le trajet. Et quand ils étaient en mer et qu'ils souhaitaient savoir où se trouvait, dans quelle direction se trouvait une terre, c'était vers le nord, le sud, l'est ou l'ouest, et bien ils sortaient un corbeau de la cage, et le corbeau, évidemment, qui avait été enfermé pendant longtemps, s'échappait immédiatement, montait en l'air, et finalement n'avait pas la capacité, à la hauteur où il était, de pouvoir voir finalement beaucoup plus loin que les hommes sur le bateau. Et ce qu'il faisait à ce moment-là, c'est de se mettre à tournoyer au-dessus du bateau et de monter de plus en plus haut. Et plus il s'élevait, plus son champ visuel lui permettait de voir des terres éloignées. Et s'il voyait une terre, immédiatement il filait dans cette direction. Et le navigateur qui ne quittait pas de l'œil pouvait à ce moment-là dire merci le corbeau, on sait dans quelle direction aller pour trouver la terre. Et il le suivait. But sometimes, of course, the ship is so far out at sea that even if the raven flies up 1 kilometer, 2 kilometers, still sees no land. Can't keep on going up, runs out of air. So
if the raven goes up and up and up and just doesn't see land anywhere, then the raven, with I think grave disappointment, comes back down and lands on the only place that it will survive, as much as it really doesn't want to come back. And then it comes right back to the boat. Right? Big disappointment. Back to the boat. But better than suicide. And so in that case then, the navigator, as soon as the bird is released, the navigator does not interfere in any way with the raven, just observe it very closely, watch it, watch it, watch it, and then watches it, watches it, watches it, watches it. And that's it. That's all you do. So similarly, this is all a metaphor. That is a nice metaphor. Similarly, when you the navigator in the space of your mind, when a thought, like a raven, suddenly burst forth from the space of the mind, and as a sequence of thoughts, some line of thinking, then you simply observe that line of thinking, the chain of thoughts, going around and around, and then they come to an end. With no intervention, no identification, just the thought comes up, plays itself out, and then it comes back and dissolves in the same space from which it arose. Came from the space of the mind, dissolves back into the space of the mind. And so like the navigator that's watching very closely, but without intervention, you watch very closely the rising of thoughts and the dissolution of the thoughts back into the space of the mind. That's the analogy. Et donc il arrivait parfois que le bateau était si loin des terres que même si le corbeau était en très haute altitude, il n'était pas capable de déterminer dans quelle direction se trouvait la terre. Et après avoir tournoyé de plus en plus haut et cherché la terre de ses yeux, il devait être très déçu de rien trouver. Il n'avait qu'une chose à faire, c'était de redescendre d'où il venait sur le bateau, qui était finalement la seule place, sur le seul endroit où il pouvait survivre, même si ça devait être très, très désagréable pour lui de se retrouver à nouveau enfermé sur ce bateau. Mais c'était mieux que de mourir ou de se suicider. Et donc cette image est une belle métaphore qui nous permet de penser à cette méthode de méditation, puisqu'on voit que le navigateur lui-même, il regarde l'oiseau s'élever, tournoyer, etc., ou partir, ou redescendre. Il le regarde seulement sans interférer. Il laisse l'oiseau faire ce qu'il veut. Il n'interfère absolument pas. Donc de la même manière, quand on est on est comme le navigateur dans l'espace dans l'espace mental, et donc on observe une pensée qui s'élève, et qui s'élève d'ailleurs sous forme, la plupart du temps, d'une séquence de pensées, une ligne de pensée, et ensuite ça arrive à sa fin, et tout se dissout donc à nouveau dans l'espace mental, de là où c'est venu. Donc c'est une belle métaphore qui permet de bien montrer la manière dont on doit se comporter comme le navigateur qui observe les pensées sans interférer d'aucune manière avec elles. Now it's enormously important in this practice that you follow this practice. Whether the thoughts are pleasant or unpleasant, virtuous or even very sinister, very evil thoughts. Likewise, memories, some of them may be very traumatic memories, extremely unpleasant memories. But not only these thoughts and images, but also emotions and desires. Some of them may be strongly afflictive, very negative. Whatever's coming up, with no exception, even the most malevolent, terrible thought or desire or emotion, whatever it is, the response is the same. And that is, you simply observe its nature, without identifying with it, without judging it, without trying to modify it, without continuing it or terminating it. And if you watch it in that way, then even if it's a mental affliction arising, like a thought of malevolence, of hatred,
In fact, it's not a klesha. It's not a mental affliction. For a very simple reason. It's not afflicting anyone. It's not afflicting anyone. If it doesn't afflict anyone, it's not an affliction. Why is it not afflicting anyone? Because you're not identifying with it. It's like watching a bank robbery in process. You're not an accomplice, just witnessing it. You're not a bank robber. You're not an accomplice to the bank robber. You're just witnessing. Maybe they're even shooting people, but you're not an accomplice. You're just witnessing it. So there's no harm. If you simply observe whatever is arising without identifying with it, without grasping onto it, then it's not a mental affliction for you. And it will release itself. It will heal itself, dissolve itself, without having to bring in outside antidotes. In other words, the mind heals itself of its own afflictions when we don't identify with those afflictions. It's very powerful and very simple. Donc il y a quelque chose de très, très puissant dans cette pratique, et on traite ainsi tout ce qui s'élève dans notre esprit de la même manière, que ce soit des choses plaisantes ou déplaisantes, des choses vertueuses ou même sinistres, des souvenirs agréables ou des souvenirs traumatiques, que ce soit des afflictions, quelle que soit l'intensité de leur manifestation. On observe toujours cette même attitude. On se met toujours dans cette même attitude d'observer le phénomène absolument sans le juger, sans chercher à modifier quoi que ce soit, sans bloquer quoi que ce soit, sans interférer avec quoi que ce soit, même à l'égard des états affectifs les plus importants, les plus douloureux qui soient. Et le simple fait de l'observer de cette manière-là fait que finalement l'affliction elle-même n'est plus une affliction, n'est pas une affliction. Et pourquoi n'est-elle pas une affliction ? C'est parce qu'elle n'est une affliction que si on s'identifie avec. Tant qu'il n'y a pas ce processus d'identification, et personne ne souffre, personne n'est touché, personne n'est affligé. Et c'est un petit peu l'image qui est donnée, c'est un petit peu comme le fait d'être le témoin d'une attaque de banque. Si on est juste témoin, on n'est pas acteur, on n'est même pas complice non plus, etc. On est simplement témoin, on est complètement en dehors de la scène, on ne fait aucun mal. Donc le fait d'observer ces afflictions de cette manière-là, avec cette distance et surtout cette non-identification, fait que l'affliction se dissout d'elle-même, très naturellement. Donc on peut dire que l'esprit finalement a cette capacité d'auto-guérison de ses propres afflictions, sous la condition qu'on ne s'identifie pas. So I think you all know what a lucid dream is, yes? A lucid dream is a dream in which you know you're dreaming while you're dreaming. Right? You recognize the dream as a dream. And you don't mistake it for real physical reality with intersubjective and so forth. Je pense que vous savez tous un petit peu de quoi il s'agit quand on parle des rêves illusoires, quand on est... Des rêves lucides, pardon. Les rêves lucides, merci. On sait que quand on a ces rêves lucides, on sait très bien qu'on est en train de rêver, et on ne tombe pas dans le panneau, on passe ça pour une réalité. Now we all know what a non-lucid dream is like. You're dreaming and you don't know you're dreaming. Et on sait également ce que c'est qu'un rêve non lucide, c'est-à-dire qu'on ne sait même pas qu'on est en train de rêver. In a non-lucid dream, in most of them, there's a sense of being someone in the dream, your persona within the dream, and we identify with this. So you have a body, my body. I'm over here within the dream, right? And then you see other people, for example, in the dream, and you say, they're over there, they're over there. And this is my friend, but that's my enemy. And so we're reifying, grasping onto the true existence of everything. We're identifying with my body, my mind, maybe my friends, my possessions.
And then there's the other side. And now, in this complete fantasy of a dream that is completely a concoction of one's own mind, we are ready to, within the dream to suffer physically, because you can be beaten, burned, and so forth. You can really suffer physically in a dream, even though you have no physical body. And of course, you can suffer mentally. Nightmares, trauma, terror within the dream when it's non-lucid. We all know that, yeah? Dreams are real. And the emotions they arouse are as real as emotions during the daytime. No difference. Et donc dans ces rêves non lucides, on est dans l'expérience d'avoir le sens d'être une personne dans le rêve et avec laquelle on s'identifie. On voit aussi des gens autour de soi, des gens qu'on identifie comme étant nos amis, nos ennemis, et on réifie tout ce qui se présente et on s'identifie avec toutes les expériences. Et dans ces rêves, on va même jusqu'à souffrir physiquement. Il peut arriver que dans ce rêve on soit battu, etc. On éprouve véritablement de la souffrance alors qu'on n'a même pas un corps physique. Et bien sûr, on éprouve aussi des souffrances émotionnelles. On peut éprouver dans des cauchemars, des terreurs, des angoisses fortes. Et tout ça se manifeste complètement au cours d'un rêve, alors que tout est complètement illusoire. C'est tout juste une fabrication, On the other hand, if you become adept at lucid dreaming, or you're very well trained in dream yoga, very prominent in Tibetan Buddhism, then everything's different. D'un autre côté, si vous êtes très entraîné dans cette discipline qu'on appelle le yoga du rêve, dans la tradition tibétaine, tout devient différent. If you're awake within the dream, then you know you're not really over here. You know your body is completely an illusion. There's no substance, there's no body, it's just empty appearances. And likewise, although there's the appearance of other people, no one's there. There's nothing physical at all. It's a dream. And therefore, seeing all of these appearances as empty appearances, then even if someone is very threatening, whatever's happening, insofar as you are lucid, you remain completely unperturbed, undisturbed. It's a dream. It's like watching television. If somebody says, "I'm going to kill you," and they're pointing the gun right at you from the television, who goes, "No, please don't, please don't." Maybe if you're 5 years old. But the rest of us who know how to watch television, it's an empty appearance. There's nothing that those characters in the television can possibly do that can harm you, unless you think they can, in which case you might be traumatized by watching somebody saying, "Stick 'em up or I kill you." So freedom with one step. Become lucid, you become free. Et donc quand on pratique le yoga du rêve, on a un certain état de conscience, de présence pendant le rêve, et on est tout à fait capable de se rendre compte que nous n'avons pas véritablement, que le corps que nous avons n'est pas un véritable corps, que les personnes autour de nous ne sont absolument que des apparences, donc une réalité. Et donc on voit toutes ces apparences comme étant vides, comme étant illusoires, et on peut parfaitement rester totalement imperturbable et détendu face à tout ça. C'est un petit peu comme on peut l'être en regardant la télé, où il n'y a aucune raison de se sentir, d'être impressionné quand il y a quelqu'un qui est dans l'écran de télévision et qui nous menace avec son pistolet. Il ne peut rien nous faire. Et il y a dire que les enfants qui peuvent se faire avoir par des images comme ça, quand on est vraiment conscient, la télévision ne peut pas nous faire de mal. Donc ça se passe de la même manière dans le yoga du rêve, et donc c'est aussi une des méthodes qui nous permet de faire aussi un pas vers la libération. So insofar as you are lucid in the dream, you cannot be harmed by anything taking place in the dream. And therefore you can be fearless. And likewise, insofar as you become lucid with respect to your own mind during the waking state,
And you're recognizing that all these appearances are as empty as any appearance in a dream. They're made of the same stuff. Insofar as you become lucid in the waking state with respect to your own mind, recognizing mental events as mental events. They're empty, intangible, non-physical. Insofar as you recognize them, you're lucid with respect to your mind in the waking state. Nothing that happens in your mind can harm you, and you can be fearless with respect to your own mind. That's liberation in one step. Et de la même manière qu'on peut être donc lucide dans ses rêves et donc ne pas absolument être affecté et être totalement sans peur, cette lucidité, nous pouvons également la mettre en place dans notre propre esprit en étant éveillé, réveillé. Et tout ce qui se passe dans notre esprit, quand on est capable de les regarder telles qu'elles sont, c'est simplement comme des manifestations qui ne sont que des apparences, qui sont totalement intangibles, qui n'ont pas d'existence propre. Et à ce moment-là, rien non plus ne peut nous affecter. Rien de ce qui se passe dans notre esprit ne peut nous faire de mal. Voilà, so let's complete his very succinct explanation here. The nature of meditative equipoise, that is, when your mind is in balance, relaxed, still, and clear. The nature of meditative equipoise is not obscured by anything, but is limpid or lucid and clear. La nature de l'équilibre méditatif n'est pas voilée par quoi que ce soit, mais elle est perçue comme limpide et claire. Not established as anything physical, that is, there's nothing whatsoever that's physical in the mind. No atoms, no molecules, no energy. Not established as anything physical, it is a clear vacuity like space. Donc exemple de toute matérialité, c'est-à-dire que dans l'esprit, dans la conscience, il n'y a absolument rien de physique, il n'y a ni atome, ni quoi que ce soit, ni électron, il n'y a rien de matériel. Donc, en exemple de toute matérialité, elle est vacuité, limpide comme l'espace. Allowing anything to arise, with no censorship, no editing, it is vividly awake. Again, so similar to being vividly lucid in a dream. Such is the nature of the mind. Elle permet à toute chose d'y émerger en parfaite conscience et elle est ainsi parfaitement éveillée. Ainsi est la nature de l'esprit. This is superbly witnessed with direct perception. That is, you can know this directly. Yet it cannot be grasped as this or demonstrated with words. And that is, if you enter into this state, you experience it, you know it directly. But then you try to explain it to someone who's never meditated. They won't know the reference of the words you're using. Again, I think I gave the example of trying to explain the difference between French chocolate and Belgian chocolate to a person who's never tasted chocolate. You know exactly what it is. You have a very clear sense. You know, but as soon as you try to find the words, either the other person knows, you know, French chocolate, Belgian chocolate, and said, oh yeah, sure. That's all you need. But if you need more, it's impossible. Right? So it's ineffable, but only relatively. If two people know, they say, what is it, French or Belgian? Oh, Belgian. Clear. So it's like that. The only way to know what meditative equipoise is like is to taste it. You can't just read books about it. Donc elle permet à toute chose d'y émerger en parfaite conscience et elle est parfaitement éveillée. Ainsi la nature de l'esprit. La perception directe en est le parfait témoin sans que cela puisse être appréhendé comme étant ceci ou démontré avec des mots. C'est-à-dire que quand on fait ces expériences, l'expérience de cet état de conscience, c'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer à quelqu'un qui n'a jamais médité. L'exemple que donnait mardi soir Alan pour expliciter cela, c'est l'exemple du chocolat. Si vous connaissez bien le chocolat, vous connaissez le chocolat français, le chocolat belge, vous êtes capable de connaître la différence entre ces deux types de chocolat.
Et si vous êtes en train d'essayer d'expliquer ça à quelqu'un qui ne connaît rien du tout au chocolat, même avec les meilleurs mots possibles, vous n'aurez aucune possibilité de lui expliquer quoi que ce soit, de lui transmettre l'expérience que vous avez de cette différence du goût du chocolat. Il n'y a que deux personnes qui connaissent bien le chocolat, qui peuvent en discuter ensemble et partager avec des mots sur cette expérience. Mais ça ne peut pas être expliqué à quelqu'un qui ne connaît rien. Donc de la même manière, dans la méditation, ce n'est pas quelque chose qu'on peut démontrer, expliquer à quelqu'un qui n'en a pas l'expérience. La seule manière de pouvoir aborder cela, c'est d'en avoir la saveur, de l'expérimenter. So there was, at the time of Panchen Rinpoche, in the 17th century, there was a very widely known aphorism among contemplatives, yogis in Tibet. And that is, whatever arises, rest loosely, without grasping. That's it. And he says, nowadays, for the most part, contemplatives of Tibet uniformly proclaim this as practical advice for achieving enlightenment. So they say, that's Mahamudra. Just that, that's Mahamudra. Or just that, that's Dzogchen. Just do that, take you all the way to Buddhahood. It's very widely believed, he says, among yogis of Tibet. Donc à l'époque de Panchen Rinpoche, il y avait donc un aphorisme qui était très connu, qui est cité là. Donc quel que soit ce qui se manifeste, détendez-vous bien sans saisie. Et donc la majorité des contemplatifs, des yogis du Tibet, aujourd'hui, quelle que soit leur tradition, qu'elles soient des Mahamudras, Dzogchen ou autres, ils sont tous d'accord, ils s'entendent tous pour dire les instructions et pratiquer de cette manière-là. Et c'est donc ce qu'affirme Chökyi Gyaltsen dans la fin de ce texte. And nowadays too, listen, nowadays too, there are quite a few teachers, Tibetan, Western, who teach Mahamudra, who teach Dzogchen, and many will say, well, that's the practice. Just rest loosely, just be aware, no grasping, and you rest in the nature of mind. You rest in Rigpa. That was easy. You're realizing Mahamudra, which means you probably pick up emptiness just like a party favor. Like, oh, I got emptiness too. Cool. You know? So many people say that. Listen, just rest. Now I'm resting in nature of mind. You want to do it right now? Let's rest in nature of mind. Oh, how wonderful. So many will say, well, that's Mahamudra, that's the pinnacle, that's the highest, that's Dzogchen, Mahamudra. So many people believe, nowadays and in the 17th century. Et donc c'est ce qu'on disait à l'époque, mais c'est avec tous les yogis d'autrefois, mais c'est également ce que disent aujourd'hui aussi tous les maîtres du Mahamudra, du Dzogchen, c'est l'instruction qui disent, mais simplement détendez-vous, soyez conscients, sans saisir, soyez simplement dans la nature de votre esprit, reposez dans cette nature de l'esprit. Et c'est tout ce qu'ils disent. Ils disent, allez-y, faites ça et vous expérimentez Mahamudra, la vacuité, la grande perfection. C'est tout. Ils disent ça tout aussi simplement que ça. Ils disent qu'il n'y a pas plus haut, c'est le pinacle de la pratique méditative. C'est tout simple. And nowadays many people also say, oh, that's Zen. That's just sitting, Zazen. That's Zen too. 3 for the price of 1. Très bien. Et beaucoup aussi aujourd'hui disent la même chose pour le Zen, donc c'est tout. On en a 3 pour le prix d'un. And then many people call this bare attention or choiceless awareness. That's Krishnamurti's term. And many will say, this is Vipassana. That's the essence of Vipassana. It's just this. So now it's very cool. You pick up Vipassana from the Theravada tradition, Zen, Mahamudra and Dzogchen, they're all the same. And you do it with almost no instruction at all. In other words, all the teachings are a waste of time. Because all you needed to know was mimic a marmot. And a marmot sits on a rock and goes... So either it's Dzogchen or it's a marmot. I think it's more like a marmot than Dzogchen. On trouve également donc, ces instructions dans les enseignements de Krishnamurti. On trouve la même chose dans Vipassana.
Donc finalement cette instruction qui est toute simple de dire restez simplement dans la nature de votre propre esprit sans saisir quoi que ce soit, etc., reposer dans cet état, c'est tout simple, hein, c'est super. Et qu'est-ce que ça veut dire exactement? Est-ce qu'il s'agit de rester comme une marmotte sur un rocher simplement, qui est là posée sur son rocher? Et généralement, quand on parle de tout ça, peut-être qu'on se rapproche plus de la marmotte que de Dzogchen. And there are many, promoters of the modern mindfulness movement, which is now a global movement, that will say, and I've heard, they say, just that. This is Buddhist meditation without the Buddhism. Or in the next breath they'll say, this is Buddhist meditation without the mumbo-jumbo. And that is everything else in Buddhism. Mumbo-jumbo, clap-trap, rubbish, nonsense, without the nonsense of the Four Noble Truths, the 12 Links of Origination, that nonsense, ethics, samadhi, wisdom, that nonsense. Never mind all that nonsense, the mumbo-jumbo, just this is Buddhist meditation without the Buddhism, without the mumbo-jumbo. Very common to be here. Listen. Et aujourd'hui, il y a des mouvements très, très connus qui prennent beaucoup d'ampleur, sont les mouvements de mindfulness ou de la pleine conscience qui se développent de plus en plus et qui se donnent ces instructions et qui prétendent être les instructions de la méditation du bouddhisme, mais sans le bouddhisme. C'est-à-dire qui est de débarrasser de tout le bouddhisme inutile, de tout ce qui peut être inutile, les 4 nobles vérités, toutes ces choses-là, les samadhis, tous ces enseignements-là, tout ça, c'est pas nécessaire, on reste juste sur cette instruction est suffisante. And if you read the popular press, and I do closely, and read scientific references or explanations of meditation, scientific studies of meditation, nowadays, very frequently, the word meditation is used synonymously with mindfulness, and mindfulness is that. In other words, that's all there is to mindfulness. It's just sitting loosely, resting, in choiceless, non-judgmental awareness, and that's meditation. In fact, some will say this is the essence of all meditation. Christian, Taoist, Hindu, Buddhist, and so forth. Which is the most compelling evidence to demonstrate that modern civilization is basically on a Neanderthal level when it comes to meditation. And it's so primitive, it takes the breath away. That we can be so naive, so primitive, so uninformed. And this is the BBC, it's New York Times, and it's scientific paper after scientific paper. That's, after all there is to meditation. It's just meditation. It's really absurd. Really absurd. And it's too bad, too, because it's deluding hundreds of thousands, millions of people. That's too bad. Et donc, oui, aujourd'hui, si on lit un peu dans la presse aussi, il y a beaucoup de références aussi à la méditation, dans la presse grand public, aussi dans la presse scientifique, et quand on parle de la méditation, on parle finalement de la pleine conscience, c'est vraiment devenu un synonyme. Et ce n'est que ça, et on affirme que tout ça, c'est véritablement l'essence de la méditation de toutes les traditions, quelles qu'elles soient, bouddhistes, chrétiennes, etc. Et vraiment, on a ramené la méditation à être cette chose-là, cette pratique de pleine conscience toute simple. Et tout ça ne fait que démontrer à quel point on a un regard extrêmement primitif et petit sur la méditation dans la civilisation moderne, qu'on est vraiment dans un niveau de connaissance très rudimentaire sur les choses de l'esprit et la méditation. Et c'est vraiment dommage, parce que c'est une grande absurdité tout ça, parce qu'on est en train de présenter la méditation de manière aussi simpliste, de provoquer beaucoup d'illusions chez des millions de gens. So, this is an old delusion and a very contemporary delusion. And then the author concludes saying, okay, they say that. However, I, Chukyi Gyaltsen, declare this method, this practice, to be an exceptionally skillful method for novices to achieve mental stability and to identify the relative nature of the mind. That's good.
That's good. That's not realizing emptiness. It's not realizing Rigpa or Buddha nature or enlightenment or nirvana or developing compassion or bodhicitta. But it's good to stabilize the mind and develop and to realize the relative nature. That's good. So it's good for what it is, and we should not exaggerate what it isn't. Et donc, c'est ainsi que conclut Chökyi Gyaltsen dans ce passage. Moi, Chökyi Gyaltsen, je déclare qu'il s'agit d'un moyen exceptionnellement habile que les novices peuvent utiliser pour parvenir à la stabilité mentale et reconnaître la nature relative de l'esprit. Donc, au moins, les choses sont claires et honnêtes. Il n'est pas en train de dire que ça nous amène à la réalisation de la vacuité, à la libération et à l'éveil, etc. Il dit très clairement, c'est une méthode qui est exceptionnellement habile, qui est très utile, qui permet à des débutants de développer la stabilité et la nature relative de l'esprit. Ce qui est déjà pas mal. Et ça, au moins, c'est honnête et clair. Now, final point before I take our break. And that is this method, I am completely persuaded, is of great value not only for people who are very interested in the Buddhist path, who have meditation, maybe want to achieve enlightenment, but in fact the cultivation of this ability to be aware of our thoughts, desires, emotions, without being totally caught in their grip, entangled, immersed in the thoughts and so forth. This is enormously important for mental health and mental well-being for everybody, not just Buddhist or yogis, for everybody. Children, adolescents, adults, old people. Enormously important. Et donc, un dernier point sur que je souhaite poser Alain avant la pause, c'est que cette méthode de méditation qu'il conseille est effectivement très utile pour ceux qui souhaitent cheminer dans la voie bouddhiste. Mais cultiver cette habileté, cette capacité de l'esprit est aussi quelque chose qui est extrêmement utile pour tout le monde, pas seulement pour les bouddhistes, de manière à cultiver un état psychologique beaucoup plus sain, tout simplement une meilleure santé mentale. C'est utile pour tout le monde, y compris pour les enfants. If you're caught in the midst of a non-lucid dream, your responses to events, people, situations is going to be almost entirely habitual. What you're used to doing, the normal response, will just automatically and rather mindlessly click in, and you'll just be reacting, and then passing out. And with a lot of suffering in between. And that's because you fundamentally don't know what's going on. And you're misapprehending what's going on. Right? Well, similarly, when we're only vaguely aware of what's going on in the mind, as in a non-lucidly being aware of the thoughts, images in the mind, and grasping onto them, identifying with them, then when we're in that semi-conscious rumination state, we're by and large simply reacting as if we are in a non-lucid dream. And we just suffer and suffer. In the moment that we are aware of the thoughts, the emotions, the desires that come up, we become lucid with respect to the dream or with respect to our mind in the waking state. An impulse comes up, a desire, an emotion, an impulse comes up, just comes up like the arrow coming towards us. Impulse comes up. And if we're there, resting in the stillness of awareness, we can discern, as Penchen Rinpoche encouraged us to do, is this a mental affliction or is it wholesome? Meaningful or not meaningful? Helpful or not helpful? It's like someone says, would you like to dance? Well, maybe the person is filthy, or maybe has a disease, a contagious disease. And you say, no, thank you. So if something comes up in the mind that's really disgusting, unwholesome, afflictive, and it says, would you like to dance? Would you like to join with me? Have union with me? You say, no, thank you. Next. And see the next person that comes, would you like to dance? The next thought, the next impulse, the next emotion.
but you don't dance with all of them. You're an idiot. If you dance with everything that comes up, dance with, fuse with, identify with, and then carry through. Right? So there, in simple terms, here is the key to free will in a very pragmatic way. Not philosophical, not speculative. But are we free to make wise choices with respect to the desires and emotions, impulses that come up in our own mind? Are we free? No. To potentially make a wise choice. Potentially make a wise choice. If we're not even aware of them, the answer is no. Because they'll capture us before we even know it. If we're aware of the impulse before it manifests in behavior, then we can make a wise choice. No, thank you. And release it. Or, yes, I'll dance with you. And carry through. But you need that moment of recognizing the thought as a thought, desire, emotion as an emotion. And then you can choose. Shall I follow it or not? If you're not aware of it, there is no choice. Therefore, there's no free choice. If there's no choice, there's no free choice. So there it is. You want free choice? Cultivate it. Et donc, c'est important pour la santé de tout un chacun, parce que c'est comme quand on est dans un rêve, il y a tout un tas d'événements dans un rêve non lucide, on est soumis à tout un tas d'histoires, d'événements, de choses qu'on subit, on réagit et on souffre sans pouvoir faire quoi que ce soit. De la même manière, quand on est dans la vie éveillée, on est soumis à des perturbations, on est dans la saisie de tout ce qui se passe dans notre esprit, on est dans des ruminations inconscientes et on ne fait que réagir à ce qui se présente. Et dès qu'on devient conscient, on devient lucide et on peut arriver à réussir à rester un petit peu plus tranquille, à appliquer du discernement comme nous invite à le faire Panchen Rinpoche, et qui nous permet d'avoir un discernement. Est-ce que nous sommes dans une affliction? Est-ce que c'est une pensée qui est juste ou pas? Est-ce que c'est quelque chose qui va nous aider, qui se manifeste dans l'esprit? C'est de la même manière que si on nous invite à danser, on a quand même le choix de dire oui ou non. Si c'est quelqu'un qui nous semble sympathique, on va dire oui, puis sinon on a quelqu'un pour qui nous va pas ou qui est malade, on va peut-être pas, avec une maladie transmissible, on va peut-être pas accepter l'invitation à danser ou aller plus loin. Et donc on a cette idée du choix, puis si on ne va pas non plus danser avec toutes les personnes qui nous invitent à danser. Et c'est cette même idée de gérer avec toutes ces expériences que nous avons à l'intérieur, de discerner, de les voir, et puis de ne pas forcément toutes les suivre, d'avoir un certain tri, de pouvoir faire le choix, de voir ce qui est opportun ou ce qui ne l'est pas, des pensées ou des idées qui peuvent être bonnes à suivre, ou des choix que nous pouvons faire. Et tout ça nous aide à développer au moins un peu un minimum de libre arbitre. Et habituellement, nous n'avons pas cette conscience, cette lucidité, et nous sommes complètement pris dans nos désirs et nos émotions et nos pensées, et nous pouvons fonctionner. Tout ça s'impose à nous. Et donc, avec cette lucidité, cette conscience, nous pouvons avoir cette distance qui fait que si quelque chose s'élève, on peut dire comme une invitation à la danse, on peut dire non merci, et puis de lâcher, puis ensuite il se passe une autre invitation, une autre idée qui peut nous convenir mieux, etc. Donc si nous souhaitons du libre arbitre, il nous faut de la conscience, de la lucidité, et donc il faut le cultiver. So, my view, everybody should learn this when they're children. Why not? Every child should learn this. It's not that hard, and you don't have to believe anything. Reincarnation, God, it's your choice. Every child should learn this and be trained in it further so they become wiser and wiser, more and more lucid with respect to their own minds. And then if they want to study psychology in university, then they really get training. And right now it's nowhere to be found in psychology and children don't get it. Tant pis.
too bad. But there's possibility for future, yeah? Could be useful. Donc le point de vue d'Alan, c'est qu'effectivement, on peut tout ça être quelque chose de très utile, qui peut servir à tout le monde, y compris aux enfants, qu'on devrait enseigner à tout le monde et qui permettrait à chacun de gagner un peu plus de lucidité, de choix dans ses fonctionnements, plus de sagesse. Et si on éduque les enfants, les petits dès l'enfance à ça, ils peuvent effectivement grandir avec cette sagesse et se développer. Donc ils peuvent aussi aller plus tard à l'université avec ce bagage derrière eux. Mais pour le moment, malheureusement, on n'en est pas là. Mais bon, peut-être que ça va se faire dans le futur. Very good. So you can practice this as we now go for our break. You can practice this while sitting in the 7-point posture of Arochana. You can practice it when you're lying down, standing, or walking. So please continue practicing, and I'll see you at 7:30. On peut faire notre pause, et donc c'est l'invitation à continuer à pratiquer, bien sûr, pratiquer dans la position assise, pratiquer en position couchée, pratiquer en marchant, ce qui vous convient, donc on va faire cette méditation.